pensez de l'atmosphère, de l'effervescence En fait, qu'il y a déjà, le fait d'avoir ce forum cette année en Tunisie, c'est une grande bouffée de respiration. On respire parce que, comme tout le monde le sait, depuis 2 ans, nos relations avec le monde extérieur, avec notre diplomatie, elle a régressé et puis on n'a plus ce contact. Ça a été affecté par le secteur du tourisme et aussi par nos relations diplomatiques avec les pays, avec l'extérieur. Donc, du coup, on se sentait isolé. Et puis pour nous, recevoir des milliers de gens autour de cette thématique, autour du social, on respire, voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ce forum? Ce qu'on attend, c'est que les choses changent véritablement. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire un forum social mondial et de se dire bon voilà, on a défendu notre cause. Non, là n'est pas la question. La question c'est comment le changer, comment toutes ces forces venues du monde entier peuvent changer le cours du monde. Comment arrêter cet impérialisme, ce capitalisme qui est oppressant, qui suce le sang du tiers-monde, qui en profite. Qu'est-ce que vous attendez de ce forum? De trouver, j'allais dire, par rapport à tout ce qui peut être débattu, un problème essentiel, c'est comment aider sans pour autant assister, quoi. Voilà, parce qu'on est dans un système où, malgré tout, on se dit quand ça dure trop, est-ce que c'est la réponse qu'on doit donner forcément pour donner? Et la démarche aussi de se dire comment ça se passe ailleurs, avoir une ouverture sur le monde, parce que malheureusement quand on est en Tunisie on se rend bien compte qu'il y a des lacunes au niveau alimentaire, il y a des gens qui ne peuvent pas, et je pense que de par le monde, voilà, on n'est pas tous, on n'a pas tous l'occasion et la possibilité de manger à sa faim, et on se dit que des fois avec l'alimentation qu'on a en Europe, on se plaint, mais voilà. Qu'est-ce que vous apporte concrètement le FSM? C'est une bonne chose pour nous, parce que déjà les sans-papiers, ils ont réussi à traverser 2 fois le Méditerranée. Ouais, voilà. D'accord. On a réussi à traverser 2 fois, on a mis le pied sur le territoire tunisien. C'est la première aussi, donc c'est quelque chose de... C'est incroyable pour nous, voilà. C'est quelque chose, c'est une réussite en fait pour nous. Quand vous avez un passeport français par exemple, comment ça se passait? Le passeport français, tu passes, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Mais dans l'hypothèse, tu as un passeport malien, sénégalais, camerounais, etc. C'était la même chose. C'était l'interdiction. Tu es un immigrant, tu reprends le bateau, on ne veut pas de toi dans mon pays. Donc tous les, si je peux synthétiser, les pays d'Afrique de l'Ouest, subsaharienne, qui voulaient rentrer au FSM, voilà, pour militer pour la cohésion papier, ne pouvaient pas rentrer à Tunis. Ils pouvaient rentrer, mais ce qu'ils nous disaient, mais moi on s'est dit qu'il y avait un complot entre les Tunisiens et les Italiens. Parce que les Tunisiens, d'un côté, ils nous disaient si les Italiens ne veulent pas nous reprendre au retour, et les Italiens, on les a appelés, tout était réglé avant d'arriver en Tunisie. Les Italiens ils disaient que non, c'est les Tunisiens, eux ils ont peur que c'est les Tunisiens ne nous laissent pas repartir. D'accord, donc finalement donc, là, du coup, il y a vous étiez en otage dans une situation. Mais maintenant, vous avez réussi à venir au FSM? Non, on est reparti. Vous êtes reparti, mais vous en tant que... Les autorités italiennes nous ont gardé 24 heures. Ah oui, d'accord. Donc on a fait une nuit blanche dans le commissariat, tout ça pour... parce que les Tunisiens n'ont pas fait le papier de refoulement. Ok. Parce qu'on a pris le bateau comme si on était des immigrants. Il y avait des Français avec nous, des citoyens français, mais on était tous considérés comme des immigrants. D'accord. Donc on a tous passé 24 heures au poste de police en Italie. Et du coup, ils nous ont donné leur OQTI, l'autorisation de quitter le territoire immédiatement. Donc du coup, le lendemain, nous, on a pris le train, on a pris le car Eurolines, on est retourné à Paris. C'est de là, on a pris une décision, on a dit ça ne va pas se passer comme ça. Il y a une délégation qui va venir en Tunisie et de se faire entendre. Parce que ce qui s'est passé, c'est pas humain. Nous participons au Forum social mondial parce que nous pensons que le sport c'est un utile très fort, extraordinaire, qui permet aux jeunes de communiquer, de se comprendre, de faire partie de la même équipe, comme dans tous les sports que nous connaissons. Mais ici l'exemple c'était très clair parce que nous avons
mis une chambre de football là-bas, une chambre de volleyball et de tennis et des jeux traditionnels. Et les gens sont ici à pratiquer à partir de 1h du matin jusqu'à 16h du soir. Donc c'est la démonstration pratique que les jeunes ont besoin d'avoir des instruments très faciles pour se comprendre, pour se connaître. Donc, en fait, vous avez fait une mise en pratique parce que beaucoup d'associations prennent un stand. Ici, c'est ça. Oui. Et vous avez choisi de faire autrement et de poser des terrains. Oui. Et c'est les gens qui viennent vous voir et qui vous interrogent et ils forment des équipes de toutes les nationalités, c'est ça? Oui, il y a de tout, c'est un mélange. Ce ne sont même pas des équipes. Ce sont des gens qui, chacun peut entrer et demander je voudrais jouer, et ils entrent, ils sortent. Il y a des gens qui sortent. Toute la journée, il y a des gens qui sont en train de jouer. Il n'y a pas des équipes. Ce sont des gens ils rentrent, ils sortent, voilà. Et donc, c'est un tour continu de personnes, quoi. Oui, et donc ça. finalement, là, vous faites la preuve que le sport, c'est un moyen de communiquer et un moyen de simplement d'apprendre à se connaître les uns les autres sans forcément passer par la barrière de la langue, quoi. C'est ça. Sans besoin de parler. Okay. Ils arrivent à parler, mais ils arrivent à parler à travers la connaissance et les relations que se construisent comme ça, très simplement. En parlant avec chacun avec son corps et avec ses gestes. Et c'est très simple, on n'a pas besoin de dire beaucoup, on se comprend très vite. Qu'est-ce que vous privilégiez ou qu'est-ce que vous attendez plutôt de ce forum? Nous sommes venus pour organiser un atelier sur les réparations relatives à la colonisation et à l'esclavage. Et nous avons fait cet atelier aujourd'hui, jeudi, avec d'autres organisations comme la Fondation France Fanon, Sortir du colonialisme ou encore l'association italienne Reparation Colonialism. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pour l'instant? Vous venez d'arriver, vous êtes là depuis quelques jours. Et qu'est-ce que vous avez retiré de ces relations avec ces différentes organisations? Alors d'abord beaucoup de satisfaction humaine, de convivialité, de joie et beaucoup de projets politiques. L'idée au fond, c'est d'organiser une coalition internationale sur la question des réparations. Donc nous avons échangé des bonnes pratiques, nous avons échangé des coordonnées. Pour ma part, je suis ici aussi pour plaider en faveur d'une journée internationale sur les réparations. Et toutes les ONG que nous avons croisées ici seront invitées à participer à cette journée internationale qui devrait avoir lieu le 12 octobre prochain. Vous venez d'assister à une conférence sur la situation actuelle au Mali et en tant que Congolais et paysan et journaliste, quel est votre sentiment sur cette situation qui est assez complexe vue de France? Non, mais c'est d'abord vraiment la tristesse parce qu'aujourd'hui, je vis déjà cette situation dans mon pays où il y a la guerre plus de 10 ans. Et je vis aussi ces interventions étrangères. Et surtout quand on me parle de la France, ça m'enrage. Parce que je sais que la guerre au Congo, c'est parti de l'intervention française au Rwanda. Et voilà aujourd'hui la France qui intervient au Mali, soi-disant pour sauver le Malien, alors que la France savait qu'en intervenant à l'époque en Libye pour chasser Kadhafi, les armes allaient entrer au Mali. Et aujourd'hui, c'est la même France qui se présente, malheureusement aussi avec un ancien dictateur ou un dictateur, le Tchadien, pour dire on va sauver le Malien. Donc moi, ça me met mal à l'aise. Mais il y a aussi ce problème de la militarisation de l'Afrique. Aujourd'hui, quand il y a une intervention étrangère, quand il y a la guerre, c'est des armes qui entrent. Je crois que nous avons besoin de la machette, de la houe, d'un tracteur, mais en tout cas pas des armes. Les armes ne construisent pas, les armes ne font que détruire. Et la militarisation de l'Afrique, c'est vraiment une histoire qui nous amène pratiquement à la destruction, à la mort. Et comment vous voyez l'action française au Mali à l'aune de... Là, c'est évidemment une question plus complexe puisque la France a participé au problème, elle a introduit dans cet espace-là
mais elle n'est pas la seule. Certaines des irrédentistes touaregs sont soutenues. C'est un projet qui remonte avant même que le Mali contemporain existe. Donc l'initiative française n'est pas nouvelle. Il y a toujours eu en France des gens qui ont soutenu la sécession et l'irrédentisme dans cette zone, soit de certaines Amazirs touaregs, soit évidemment pour miner les souverainetés parce que l'accès aux ressources au Niger, en uranium, pouvait l'être. Mais à partir du moment où le régime Sarkozy fonde dans la poursuite du néolibéralisme sa politique, il a cette politique volontariste en Libye, donc de soutien aux forces qui renversent le régime libyen, malgré que le régime libyen marchait avec l'OTAN dans la lutte contre le terrorisme, donc soutien à cette force-là, qui permet, lorsque le régime s'effondre, de pouvoir réarmer des forces fondamentalistes qui, je dois le dire, sont soutenues par l'Occident pour freiner les avancées révolutionnaires dans les pays du Maghreb, mais aussi permettre un redéploiement de la France-Afrique à un moment où l'aide multilatérale s'épuise et où de nouveaux acteurs viennent proposer d'autres formes de coopération comme l'Inde, la Chine, etc. Et donc la France vient réaffirmer sa prééminence en fragilisant d'abord des pays. Et lorsque Hollande arrive, en fait, il fait une politique différente, c'est-à-dire qu'il ne soutient pas les mêmes, mais il doit effectivement chasser certaines des excroissances de ce même système, un peu les Frankenstein qu'on a créés. J'avais écrit un article après l'intervention française au Mali en répondant à Tariq Ramadan. Son article visait à dénoncer ce qu'il appelait le colonialisme français ou la France-Afrique. Ma réponse n'était pas contre cette opinion selon laquelle la France aurait des intérêts qui la pousseraient à intervenir au Mali, etc. La seule chose que je lui reprochais, c'est que dénoncer le colonialisme français ou l'impérialisme, c'est quelque chose. Mais aussi, il ne faut pas occulter un autre impérialisme que j'appelle l'impérialisme arabe, ou en tout cas le paternalisme arabe, qui cherche à faire du musulman africain un éternel sous-musulman, ou bien un musulman à réislamiser de manière continuelle. Pour mieux comprendre, comment ils font pour imposer cet impérialisme arabe? Cela passe par des organisations islamiques ou des ONG islamiques financées par l'Arabie Saoudite à travers la World Association of Muslim Youth ou bien la Ligue islamique mondiale. Cela passe aussi par le Koweït avec l'Agence des musulmans d'Afrique, comme il fallait venir les paternaliser et s'occuper des musulmans d'Afrique. Et que derrière le travail social, derrière ce travail d'aide humanitaire, il y a des idéologies qui passent. Cette idéologie, c'est quoi? C'est le salafisme violent, c'est aussi le wahhabisme, qui cherche à détruire deux ennemis principaux. Le premier ennemi pour le wahhabisme, c'est le chiisme avec l'Iran, mais aussi le soufisme, c'est-à-dire cet islam confrérique présent en Afrique subsaharienne depuis très longtemps et qui a fait que l'Afrique subsaharienne a réalisé quelque chose de génial qui, à mon avis, pourrait même servir de leçon au monde arabe qui vit une crise profonde de la spiritualité. C'est-à-dire que dans les sociétés africaines, nous avons réussi à faire quelque chose de fondamental. Nous avons pu conjuguer notre appartenance à l'islam, notre spiritualité avec nos réalités locales.